bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Merlot, enchanté de vous connaître. En fait, nous sommes donc à cette foire du livre de Remicourt où j'avais décidé de venir, de participer à cette foire où plusieurs écrivains étaient présents. Vous n'êtes pas de Remicourt, vous n'habitez pas l'Ice Bay non plus. Vous habitez Visé, je pense, c'est ça? C'est exact, il disait, l'autre côté de la province, en effet. De la province, enfin de l'autre côté de l'eau, en tout cas. Oui, c'est ça. Vous êtes sur la rive droite, nous sommes sur la rive gauche de la Exact. vidéo, voilà. Et si vous êtes notre invité, et si vous avez accepté de répondre, c'est parce qu'en fait vous avez publié un roman qui s'appelle Les Secrets du Phénix. En fait, vous êtes devenu écrivain, pourquoi? Vous avez une inspiration, il y a une raison pour laquelle vous êtes mis à écrire, vous écrivez depuis longtemps Je n'écris pas depuis longtemps. La volonté, en fait, était de faire passer des émotions au travers d'une histoire. L'objectif, c'est vraiment de porter une histoire au travers de personnages, et c'est de procurer vraiment des émotions au lecteur, et que le lecteur sorte de cette histoire avec le sentiment d'avoir vécu une belle aventure. D'être passé par différents stades, différentes émotions, le suspense, la peur un peu, et au final avoir passé un bon moment. C'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir proposer aux personnes qui lisent ce livre un moment de détente, d'aventure, de découverte également, et également d'apprentissage, puisqu'il y a pas mal d'informations dedans. Étant donné que je suis historien et que c'est un récit de nature historique, on apprend aussi la façon dont on pouvait vivre à l'époque, et ça c'est également intéressant pour moi de faire passer ce type de message. Alors, c'est comment dirais-je, la manière de vous aborder ce livre, c'est un récit qui commence à quelle époque en fait? C'est un récit qui se déroule en 1884 à Paris, fin du 19e siècle, c'est une époque en pleine ébullition. Il y a beaucoup de découvertes scientifiques, beaucoup de changements au plan social également. Il y a notamment la question du divorce qui apparaît à ce moment-là, dont il est question également dans cet ouvrage. Et donc c'est une époque où il se passe plein de choses, et elle se prêtait bien à la mise en place de l'intrigue, que je ne peux pas dévoiler ici bien entendu, mais il se passe des choses dans le livre qui sont en lien avec l'époque. C'est une époque où on peut imaginer plein de choses, où tout est possible, et certains le font dans le cadre de cet ouvrage. Certains le font de manière un peu dure pour les gens et pour l'avenir de l'humanité. C'est de ça dont il est question à un moment donné. Mais ça se passe où, en fait? À Paris. En fait, ça se passe à Paris même. Le personnage principal est belge. C'est un jeune diplomate qui s'appelle Bertrand de Lescaille. Il faut dire que vous avez fait les relations internationales à l'université. Oui, c'est ça. J'ai fait les relations internationales, l'histoire et les relations internationales. Voilà. Les deux éléments se rejoignent. Et ce jeune diplomate, Bertrand de Lescaille, mène une vie un peu facile à Paris. Il profite des facilités de la capitale. Il a une maîtresse. Il est entraîné dans une série d'aventures un peu compliquées, il met le doigt dans un engrenage infernal. Au départ d'une simple enquête, la maîtresse dont je vous parlais voit son mari disparaître en lui laissant une dette de jeu incommensurable, et elle demande à Bertrand de l'aider. Il décide de le faire un peu par charité, mais il met vraiment le doigt dans un engrenage infernal où il se retrouve confronté à toute une série d'éléments. Il y a un faux médium, il y a un tripot, il y a un orphelinat un peu étrange, il y a des scientifiques bizarres, et tout ça est mêlé à un mystérieux projet Phénix, dont on ne sait rien, mais qu'on découvre à la fin du roman, bien entendu. Et donc, ce qu'il va découvrir, Bertrand va non seulement changer sa propre vision des choses, va avoir des impacts sur lui-même, mais peut-être même sur toute l'histoire du monde. Est-ce que vous avez été influencé par l'un de l'autre auteur? Par vos lectures? Oui, bien entendu, je fais ce que j'aime lire, j'écris ce que j'aime lire. Donc moi j'aime beaucoup par exemple les romans de Ken Follett. C'est une autre époque ça. Oui, moi je n'ai pas une époque de prédilection, mais j'aime bien les ouvrages qui s'ancrent dans l'histoire et qui racontent des histoires. C'est le mélange de la petite histoire et de la grande histoire. J'aime que les histoires ou les intrigues s'insèrent dans une histoire qui a réellement existé. C'est ce que j'ai essayé modestement de faire ici. Et l'écriture, comment ça se passe? Vous vous installez à un moment donné de la journée, ou le matin, ou vous écrivez la nuit, ou dans une ambiance culturelle, ou dans une ambiance musicale? Comment vous faites? Alors, j'ai pas de rythme particulier, je n'ai pas de procédure bien spécifique. La vie est faite de telle sorte que j'écris un peu quand je peux. Malheureusement, ce n'est pas mon activité principale. Et donc, je profite des moments libres pour le faire. Donc, il n'y a pas une routine particulière pour pouvoir écrire. Alors, le processus, comment se déroule-t-il? J'ai découvert moi-même la façon dont ça se passait, finalement. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, d'assez rationnel. Donc, j'imaginais, un peu naïvement,
qu'il fallait partir d'un plan, et qu'une fois le plan abouti, il suffisait de le traduire en mots. Ça ne se passe évidemment pas comme ça. Je suis passé par le moment où, bien entendu, le plan n'avançait pas, donc j'ai commencé à écrire, et puis je me suis rendu compte que les personnages ont leur propre vie, finalement, et que leur évolution modifie le plan, et c'est un aller-retour entre le plan et l'écriture. Et ça, c'était très intéressant pour moi de découvrir ça. Ça m'a permis également de découvrir une facette de moi que j'ignorais finalement. Vous avez fait des recherches au point de vue Oui. historique pour essayer de constituer, pour la trame du livre Oui, tout à fait. Donc c'est une... Parce que c'est l'époque de Jules Verne, non? On n'est pas Jules Oui, Verne c'est n'est tout à pas fait ça. C'est hein? tout à fait à cette époque-là, Jules Verne, effectivement. J'ai beau être historien, ce sont des éléments de vie quotidienne qu'on ne connaît pas. Comment se déplace-t-on? Que mange-t-on? Comment s'habille-t-on? Ce sont des choses qu'on n'apprend pas aux études d'histoire. Et donc, il y a ces éléments-là qu'il a fallu rechercher, plus, bien entendu, tous les aspects historiques typiquement parlant, je veux dire. Hein. Bien entendu, il fallait retrouver les événements de l'époque, et tout ce qui est dedans a été vérifié et est correct. J'ai pris un poids d'honneur à vraiment faire en sorte que tous les éléments de contexte qui soutiennent le récit soient vérifiés et soient exacts. Et donc c'est une sorte de quête, le secret du phénix Alors c'est une sorte de quête, oui, donc c'est une quête obligatoire dans la mesure où le personnage est obligé de faire la vérité pour sauver sa peau, mais en réalité, ce qui le motive finalement, c'est au-delà de cela, c'est le sentiment de justice, c'est le sentiment de devoir faire quelque chose pour les autres plutôt que pour lui-même. C'est intéressant aussi de créer un personnage qui évolue au fur et à mesure du récit. Le personnage du début, je vous l'ai dit, est un peu désinvolte, un peu centré sur lui-même. Et les obstacles qu'il rencontre et les personnes qu'il rencontre le font évoluer jusqu'à trouver finalement quelle était sa faille psychologique et ce qui le motive réellement dans la vie. Et ça, c'est très intéressant de créer un personnage de cette nature. Donc au départ, vous avez, disons, conçu le personnage en sachant déjà quel caractère il aurait, cette réaction et autres, et de l'insérer dans l'histoire. C'est un personnage que vous avez élaboré, oui, tout en ayant l'idée de l'histoire elle-même. Quoi. Oui, c'est ça. C'est l'interaction entre le personnage et l'histoire. Je pars du principe qu'une histoire ne peut être intéressante pour le lecteur que si elle est portée par des personnages qui sont aussi intéressants. Et donc le personnage doit avoir une manière d'accrocher le lecteur. Et pour moi, cette manière d'accrocher le lecteur, c'était à la fois être un personnage qui est intéressant, mais qui a des failles et qu'il essaye de découvrir d'abord et de résoudre au fur et à mesure du récit. Les deux éléments sont mêlés. Oui. La couverture du livre, comment elle a été constituée? Parce que Les Secrets du Phénix, c'est une couverture un peu, comment dirais, qui suscite le thriller en fait, qui suscite la question de se dire dans quelle ambiance, il y a une atmosphère qui se crée en voyant la couverture en fait du livre. Oui, j'ai voulu effectivement créer cette ambiance un peu mystérieuse, oui, propre au thriller effectivement, oui, vous avez raison de le dire. Une bonne partie de l'intrigue, une partie importante de l'intrigue se passe dans un orphelinat qui ressemble un peu à ce qu'il y a sur la couverture, et puis vous avez sur le côté le personnage masqué également, qui figure finalement le personnage principal. Et donc j'ai vraiment eu cette image dès le début en tête. Je voulais cette image pour la couverture, et j'ai eu l'occasion de travailler avec un graphiste local qui l'a mise en œuvre. Il a été imprimé où, ce livre? Alors, il est imprimé dans ma commune, à Visé. Il est, le graphiste est lui-même de Visé, l'auteur est de Visé aussi, donc c'est un roman purement visétois, mais qui s'exporte bien au-delà des frontières de la commune. Et disons que vous avez publié ce livre quand? Quand est-il sorti en fait? Alors il a 6 mois d'existence, il est né fin avril 2025. Ah d'accord. Et la suite est en gestation, mais gestation lente. Gestation lente, ça veut dire qu'il y a une suite à ce livre, oui, ou est-ce une autre aventure? Alors ce n'est pas une suite, ce sera une autre aventure, mais avec le même personnage. Donc l'objectif c'est finalement de créer une série. Avec ce personnage, donc, vous savez dès lors qu'il ne meurt pas à la fin. Mais donc il y aura effectivement une deuxième aventure qui se déroulera à Berlin en 1885. Pourquoi Berlin 1885? Parce que c'est l'époque d'une grande conférence internationale au cours de laquelle les puissances européennes se partagent l'Afrique. Et donc là, il y a un nid à intrigue qui peut être intéressant à exploiter. Très bien. Je vous remercie, Fabrice Merlot, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment peut-on commander ce livre chez vous? C'est chez vous? Alors, il est en vente ailleurs, dans la librairie, dans certaines librairies? Il est disponible en librairie, à Visé en particulier, à l'Oiseau-Lire, chez Pax à Liège, bientôt à la Fnac également. Disponible sur Amazon et disponible également directement sur mon site, fabrice-merlot.com, où il peut être disponible à la commande, en ligne, et je vous l'envoie directement. Merci beaucoup. Merci à vous.